Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington, content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Nouvelle manifestation prévue dans l'État américain du Michigan, où un jeune réfugié congolais a été tué lors d'un contrôle routier. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l'incident. Dernier drame en date d'une longue liste de personnes noires tuées par des policiers aux États-Unis. Notre équipe est sur les lieux et va nous faire le point en direct. En France, les deux candidats qui vont croiser le fer au second tour du scrutin présidentiel ce dimanche retrouvent le terrain pour travailler l'électorat au lendemain de leur débat télévisé. Emmanuel Macron et Marine Le Pen affichent leur désaccord sur la Russie, l'Union européenne ou encore le voile islamique lors de ce duel. Détails et décryptage à venir tout à l'heure. L'Italie mise sur le gaz africain pour ne plus dépendre de la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Des membres du gouvernement italien effectuent un périple en Afrique pour conclure de nouveaux contrats d'approvisionnement. C'est une nouvelle tragédie qui ramène aux grandes manifestations antiracistes de ces dernières années ici aux États-Unis. Il s'agit de la mort d'un jeune homme noir, Patrick Lyoya, 26 ans, originaire de la République démocratique du Congo, a été tué lors d'un contrôle routier à Grand Rapids le 4 avril dernier. Ses parents, qui disent avoir fui la guerre en RD Congo, appellent à des poursuites contre le policier impliqué. L'agent a été placé en congé payé en attente des résultats de l'enquête menée par la police de l'État du Michigan. Depuis le drame survenu donc au début de ce mois, des protestataires descendent dans la rue afin, disent-ils, de réclamer justice pour Patrick Lyoya. Nos collègues Thierry Kaoré et Marius Munga de VOA Afrique viennent d'arriver à Grand Rapids dans le Michigan. Bonsoir Marius. Bonsoir Jacques. Alors je le disais avec Thierry, vous avez pris l'avion ce matin de Washington pour vous rendre sur place. Une nouvelle manifestation est donc programmée, Marius. Oui Jacques, nous nous trouvons exactement sur le lieu où Patrick Lyoya a trouvé la mort, juste derrière moi. Comme vous pouvez le voir, il y a des manifestations effectivement qui sont prévues aujourd'hui dans une ville juste à côté, à 1 heure de route de Grand Rapids, où beaucoup de manifestants et plus particulièrement les défenseurs des droits de l'homme du mouvement Black Lives Matter qui se sont organisés aujourd'hui dans cette manifestation. Et pour en savoir plus, nous avons essayé de parler avec le président de la communauté congolaise qui nous a donné des détails sur comment ces manifestations sont organisées ici. Le dossier est en cours. Il y a l'avocat Ben Camp qui avait initié l'autopsie pour la famille. Et nous attendons les résultats. Présentement, demain, ça sera l'enterrement de Patrick. Et aussi, il y a eu beaucoup de choses qu'on avait fait avant, qu'on ne peut pas mettre de détails présentement, mais bientôt, ça va sortir. Certainement, on attendait la délégation et à travers le ministre des Droits humains, mais pour le moment, je pense qu'il ne vient plus. Pour des raisons que moi-même, je ne connais pas. Il y a des manifestations qui ont précédé avant ça, je peux dire plus de 10, depuis l'assassinat le 4 avril de cette année. Et ça se poursuit. Et ça va continuer à se poursuivre. On aura une autre manifestation avant l'enterrement demain. Et tout de suite là, dans 1 heure à Lansing, la capitale de Michigan, et avec la communauté congolaise et le Black Lives Matter qui vont se manifester aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore au courant de l'autopsie de la police. Je ne sais pas exactement... ça sort quand, je n'ai pas une idée, mais deuxième autopsie initiée par la famille, c'est déjà fait. Et peut-être bientôt, les résultats vont sortir.
Oui, et du côté des autorités, Eric Winstrom, chef de la police de Grand Rapids, a qualifié l'incident de tragédie. La perte d'une vie, quelles que soient les circonstances, est triste. Et je sais que cela aura un impact sur notre ville. Ce sont ses mots. Les vidéos publiées par son département montrent une altercation entre Patrick Lyoya et l'agent en question. Pour certains observateurs, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et il faut plutôt attendre à la fin de l'enquête. Marius, sait-on quand elle va être bouclée, cette enquête ? C'est une grande question, Jacques. Toutes les personnes avec qui nous avons parlé tout à l'heure, que ce soit du côté de la police des Grand Rapids ou du côté de la famille, personne ne sait encore quand est-ce que l'enquête va être ouverte. Kinshasa dit également condamner l'incident. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, indique que l'ambassadeur américain en RDC a exprimé de vifs regrets. Comment les parents de Patrick Lyoya réagissent-ils à ce soutien venu de leur pays d'origine ? Oui, c'est vrai, les parents de Patrick Lyoya, avec qui nous avons parlé tout à l'heure, étaient très enthousiastes par rapport à la conversation qu'ils ont eue avec le gouvernement congolais, qui a promis d'envoyer des officiels ici sur place pour assister aux funérailles de Patrick Lyoya. Mais la grande demande qu'ils ont faite au gouvernement congolais, c'était de leur demander d'amener deux frères de Patrick Lyoya pour venir assister aux funérailles demain. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ni le membre de la famille de Patrick Lyoya ou encore le gouvernement congolais s'est fait entendre au niveau officiel. Marius Munga, aux côtés de Thierry Kaoré, vous étiez en direct de la ville de Grand Rapids, dans l'État américain du Michigan. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Une autre actualité que nous suivons pour vous, l'élection présidentielle française. Le second tour a lieu ce dimanche. Le chef de l'État sortant, Emmanuel Macron, et son adversaire Marine Le Pen retrouvent le terrain aujourd'hui pour les dernières 48 heures de campagne. Au lendemain de leur débat télévisé, c'était un duel tendu. Les deux rivaux ont fait feu de tout bois lors de ce rendez-vous tant attendu, comme nous le détaille Jenny Kapumbu-Villa. Au lendemain d'un débat houleux, les deux finalistes de la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, cherchent à mobiliser leurs troupes et tenter de convaincre les indécis à 3 jours du scrutin décisif. Les deux rivaux ont choisi de se rendre dans des régions populaires pour mieux répondre à la préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat, frappé par les répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie et de l'alimentation. Emmanuel Macron en campagne à Saint-Denis, un déplacement consacré à la problématique des logements insalubres et de la rénovation urbaine dans le département le plus pauvre de la métropole, estime que le projet de la candidate RN confond tous les sujets, notamment le terrorisme et l'immigration. C'est ça le choix du 24 avril. Vous avez un projet républicain et un projet de sortie de la République, de sa laïcité, de sa fraternité. Enfin, Madame Le Pen a dit très clairement qu'elle voulait interdire dans l'espace public le voile. Aucun pays au monde n'a fait ça, aucun. Et donc elle l'a dit très clairement, il y avait une ambiguïté, beaucoup de gens ne l'avaient pas entendu, ils l'ont entendu hier. C'est pas un projet de réconciliation de faire ça, c'est un projet qui confond tous les sujets. Et dans le débat, ça a été très clair, elle a confondu le terrorisme, l'insécurité, l'immigration, l'islam et l'islamisme en permanence. Se présentant comme la candidate de la France qui travaille, Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle, en marge d'une rencontre avec des transporteurs routiers à Roye, dans la Somme, a en outre critiqué les outrances et fake news propagées par le camp Macron à son égard. Le choix qui a été fait par les équipes d'Emmanuel Macron et par Emmanuel Macron lui-même dans ce second tour a été un choix extrêmement violent, extrêmement brutal, multipliant les mensonges, les fake news. Moi, quand j'entends les gens d'En Marche parler de mon projet, je ne le reconnais pas. Je n'ai pas le sentiment que c'est le mien. Bon. C'est aussi une forme de mépris à l'égard des Français que d'être ainsi dans l'outrance. Ripolliné, finito, le Mozart de la finance, les candidats ont déversé un éventail d'expressions et de piques lors du débat télévisé de 2h30 mercredi. Près de 15,6 millions de téléspectateurs ont regardé ce duel télévisé, un score inférieur à 2017, 16,5 millions, selon Médiamétrie. Pour un décryptage de ce face-à-face télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, j'accueille l'invité du journal. Claude Cyril, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste indépendant, basé à Paris, d'où vous nous rejoignez via Skype. Le duel d'hier soir était la réédition de celui d'il y a 5 ans, avec les deux mêmes candidats au second tour de la présidentielle française. Mais sur le fond et la forme, avez-vous noté de grandes différences entre le débat de 2017 et celui d'hier soir ? Eh bien, cette fois, c'était, on va dire, un débat à front renversé, avec un président sortant qui était très dans l'attaque, même parfois agressif, et une challenger plutôt sur le repli. Certes, les deux candidats ont pu dérouler certains éléments de leur programme, mais le débat dans l'ensemble a été moins virulent qu'il y a 5 ans, comme si chacun des candidats avait à cœur de ne pas réitérer l'exercice précédent. Il y a 5 ans, vous vous souvenez, ce débat avait été extrêmement animé et Marine Le Pen avait marqué par sa contre-performance. Elle avait été considérée comme étant battue lors de ce premier débat. Les choses étaient cette année beaucoup plus équilibrées, on va le dire. Pour des observateurs, le débat de l'entre-deux tours ne bouleverse habituellement pas les dynamiques des tensions de vote. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont-ils gagné ou perdu des électeurs hier soir avant le jour J ce dimanche ? Alors c'est difficile à dire, vous avez raison de souligner que dans le passé, les débats qui ont été organisés, c'est une tradition maintenant depuis 1974, n'ont pas changé les choses, n'ont pas fait bouger les lignes. On aura la réponse à votre question le 24 avril. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de chiffres ont été donnés sans que les téléspectateurs puissent se faire véritablement une idée précise sur la véracité des dires des uns et des autres. Beaucoup de chiffres, mais pas véritablement une vision, à l'exception de 2 incidents, enfin 2 moments de ce débat qui ont été très importants. Il y a d'abord eu le moment où Marine Le Pen a répété si elle était élue, elle ferait voter une loi interdisant le voile dans l'espace public, dans une association assez douteuse entre voile, islamisme, extrémisme. Une prise de position qui s'est attirée immédiatement la réponse d'Emmanuel Macron, qui a estimé que cette mesure serait porteuse de guerre civile, je le cite, et en faisant remarquer que la France serait le premier pays au monde à interdire le port des signes religieux dans l'espace public. L'autre moment important de ce débat, c'est l'aspect politique étrangère. Emmanuel Macron a fait remarquer, a argué du fait que le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, avait obtenu un prêt de plusieurs millions d'euros d'une banque russe proche du pouvoir. Eh bien, quand vous parlez à la Russie, a-t-il dit, vous parlez en fait à votre banquier. Oui, il y a eu des pics. Alors justement, au chapitre de la politique étrangère, les deux candidats ont à peine évoqué l'Afrique au moment où les rapports entre la France et nombre de pays africains sont mis à l'épreuve. Les deux candidats ont-ils présenté une politique africaine dans leurs programmes respectifs? Brièvement, si vous pouvez. Alors, au cours de ce débat, effectivement, l'Afrique a été la grande oubliée de cette discussion. On peut le dire également de la campagne électorale, car par exemple le Mali, qui est le gros dossier qui est sur le bureau et qui sera sur le bureau du président de la République, n'a véritablement pas été abordé. L'attention, et c'est en raison de l'actualité, se concentrant plutôt sur l'Ukraine et sur les prises de position des uns et des autres vis-à-vis de la Russie, de Vladimir Poutine. Claude Cyril, vous êtes journaliste indépendant et vous étiez en direct de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Le point maintenant sur l'invasion russe de l'Ukraine. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, affirme que les troupes de son pays ont libéré le port ukrainien de Mariupol. Affirmation jugée contestable par son homologue américain, Joe Biden, qui a annoncé 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire pour Kiev, malgré un nouvel appel à la reddition de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, les derniers combattants ukrainiens à Mariupol refusent de se rendre. L'Italie, pour sa part, vient de paraffer des protocoles d'accord avec l'Angola pour notamment accroître les fournitures de gaz. Rome a entamé une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe en raison de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine. Blanche Sanou nous en dit davantage.
L'Algérie et l'Égypte la semaine dernière, le Congo et l'Angola cette semaine, le Mozambique en mai, l'Italie s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio et celui de la transition écologique Roberto Cingolani ont participé à la signature d'accords pour développer des projets communs en Angola. La signature d'un accord important entre nos pays par notre ministre du pétrole et du gaz et aussi par le ministre italien a été effective, mais ce n'est qu'une des étapes que nous avons franchies car nous avons une coopération diversifiée avec l'Italie. Alors que la Russie fournit à la péninsule 45% de son gaz, le Premier ministre italien Mario Draghi souhaite changer cette situation en diversifiant plus vite son portefeuille de fournisseurs. Au cours de sa visite à Luanda, M. Di Maio a loué un accord qui booste la coopération dans les secteurs du renouvelable, dans la formation technologique et environnementale. Enfin, nous traitons également des principaux sujets des affaires internationales, à savoir l'examen des effets de l'agression russe sur la sécurité alimentaire du continent africain, qui est gravement compromise, surtout en ce qui concerne le manque de blé. Les effets du conflit ukrainien touchent tout le monde et personne n'est exclu. Rome utilise les excellentes relations que le géant énergétique italien Eni a nouées au cours des 69 ans de présence en Afrique, où il est le leader tant au niveau de la production que des réserves. L'Italie et l'Angola estiment avoir suffisamment d'éléments pour une coopération forte et surtout un partenariat stratégique. Je tiens à remercier les ministres, toutes les autorités angolaises et particulièrement le président pour la collaboration qui existe entre nous, pour le travail qui nous attend le mois prochain et dans les années à venir. Merci beaucoup. Ces dernières semaines, Rome a déjà conclu des accords avec l'Algérie et l'Égypte. L'Italie est l'un des plus gros consommateurs européens du gaz qui représente 42% de sa consommation énergétique et elle en importe 95%. Le gouvernement espère aussi réduire cette dépendance en accélérant les investissements dans les renouvelables, notamment en allégeant les obstacles bureaucratiques à l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires. Au Niger, débat prévu demain au Parlement sur la présence de forces étrangères dans le pays. Les députés seront ensuite appelés à voter sur cette question. Des militaires de pays étrangers ont été déployés au Niger pour combattre les groupes djihadistes. Leur présence a toutefois été dénoncée par des ONG locales. Pour des réactions, notre correspondant Abdul Razak Idrissa a tendu le micro à quelques habitants de Niamey. Apparemment, la majorité va voter pour ce texte-là. Pourquoi je le dis? Parce que la dernière déclaration de l'opposition est un signe pour ceux qui, en tout cas, pensent que peut-être qu'il y aura une incertitude concernant l'issue du débat. La majorité va voter, c'est pour cela que l'opposition est sortie, n'est-ce pas? L'opposition était pratiquement paniquée pour un peu demander à ce que, au lieu qu'on amène le texte au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien qu'on fasse un référendum. En réalité, tout le processus est un processus légal. Parce qu'on se rappelle que, concernant la première venue de forces étrangères au Niger, l'opposition a critiqué le fait que le texte ne soit pas soumis à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président de la République avait annoncé que le texte sera soumis à l'Assemblée nationale. Eh bien, ce sera ce fait que les députés de l'opposition jouent leur rôle, qu'ils donnent leurs opinions, et que, en tout cas, force reste à la démocratie. Nous pensons que même si les textes de la République disent que le peuple exerce sa souveraineté à travers des représentants élus et par voie de référendum, c'est vrai que ce sont nos représentants élus, on aurait souhaité vraiment voir quel est le contenu véritable de ce texte-là. Que le peuple puisse véritablement voir, parce que vous savez, pendant plusieurs années, des organisations de la société civile ont battu le pavé pour dire non à cela. Donc on aurait voir, pour être plus transparent, c'est quoi le contenu. Mais malheureusement, le gouvernement a trouvé un raccourci en disant qu'il va juste modifier la déclaration de politique générale du Premier ministre pour insérer ce point et malheureusement, tel que les choses se voient, je pense qu'il n'y aura pas véritablement de débat citoyen au niveau de l'Assemblée. Mais attendons voir, je suis vraiment... S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci.
Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Au Sénégal, le secteur de la santé touché par des grèves qui font polémique. Ces mouvements ont été entamés pour protester notamment contre les poursuites judiciaires visant des sages-femmes après la mort d'une femme enceinte qui a ému le pays. Reportage de Seydina Bagay, notre correspondant à Dakar. Des salles d'attente vides, des salles d'hospitalisation vides, des salles d'accouchement, de garde et de soins fermées. C'est le calme plat à la maternité de Grand Yoff dans la banlieue de Dakar. Aucune sage-femme, aucune patiente. Ici, le mot d'ordre de grève est respecté à la lettre. Les syndicalistes estiment que l'arrestation des 4 sages-femmes de Louga est venue mettre le feu aux poudres. Dans la précipitation, on a pris des mesures uniques. Parce que c'est comme ça que nous le voyons. Aujourd'hui, ce sont des sages-femmes qui ont été incriminés. Or, les sages-femmes ont des supérieurs hiérarchiques. Nous disons que la justice doit faire son travail. Nous sommes d'accord. Nous sommes ouverts à ce qu'il y ait une enquête sérieuse et indépendante, mais nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une justice à géométrie variable. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi il y a une révolte qui a été sonnée et nous allons nous battre pour que force reste à la loi et qu'on respecte les droits des uns et des autres. Une révolte du secteur sanitaire qui fait des victimes collatérales. Oui, c'est dur. Et je ne dis pas même pas aujourd'hui, mais ça fait un mois, des jours même. Mais c'est dur aussi. Et je vois qu'aussi, en tant que médecin aussi, pour faire des grèves comme ça aussi, c'est dur aussi pour sur les malades aussi. Vous voyez aussi des malades aussi, des cas graves. C'est dur même pour les accompagnants. Une grève regrettable mais nécessaire pour alerter sur la situation dramatique que traversent beaucoup d'hôpitaux sénégalais, dont le très précieux hôpital Aristide Le Dantec. Cet établissement sanitaire qui accueille entre 800 000 et 1 million de malades chaque année est au bord du gouffre et comme partout ailleurs, cela se reflète sur le personnel et sur la prise en charge des malades. C'est qu'on n'est plus dans les conditions de délivrer des soins de qualité. Avec un retentissement important sur les malades, bien sûr, sur la prise en charge des malades, mais un retentissement important sur le comportement du personnel. Il y a un peu plus de 1000 agents à l'hôpital de Dantec qui cèdent le plus souvent au découragement ou aux mauvaises habitudes et parfois à des comportements comme ceux qu'on voit à Louga, tout simplement parce qu'ils vivent une situation de stress. En temps normal, l'hôpital Aristide Le Dantec couvre 26 spécialités médicales, jusqu'à 15 000 hospitalisations par mois et 6 000 à 8 000 interventions chirurgicales par an. Aujourd'hui, le Dantec ne peut plus couvrir ces standards. Beaucoup de problèmes de travaux publics, des problèmes d'adduction d'eau. Il y a donc des problèmes d'électricité. On a eu des incendies. Il y a des problèmes de matériel, bien sûr. Il y a bien sûr des problèmes de fonctionnement. Nous n'avons plus de réseau informatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive difficilement à fournir des statistiques, ce qui est extrêmement grave. C'est autant de choses qui rendent la gestion de cet hôpital très difficile. Pour pallier tous ces manquements, le chef de l'État a décidé la reconstruction intégrale de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le président Macky Sall a également demandé un rapport exhaustif sur la situation des structures de santé du pays et la finalisation d'un plan d'optimisation de la carte sanitaire et des offres de services de santé. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Ce qui nous amène à la chronique santé de Mohamedou Mfa, comme chaque jeudi. Bonsoir Mohamedou. Salut Jacques.
Aujourd'hui, on s'intéresse au paludisme. La journée mondiale de lutte contre cette maladie est prévue le 25 avril, c'est-à-dire dans 4 jours, Mohamedou. Oui, Jacques, la journée mondiale contre le paludisme, c'est lundi. Le paludisme qui reste un problème majeur de santé publique, même si l'on en a un peu moins parlé ces 2 dernières années à cause de l'actualité autour du Covid-19. Alors, le paludisme, c'est 241 millions de cas recensés en 2020 selon l'OMS. Le nombre de décès estimé est de donc 627 000 en 2020, dont 96% en Afrique et 80% étant des enfants de moins de 5 ans. Lundi, dans le 25 avril, comme tu l'as dit, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cette journée a été instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale. C'était en 2007. C'est généralement l'occasion pour l'OMS de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Alors, cette année, Jacques, le thème sera « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». Alors justement, quel est le lien entre l'innovation et la lutte contre le paludisme, Mohamedou? Oui, l'innovation, c'est l'une des clés pour continuer à lutter efficacement contre le paludisme. L'OMS appelle à investir et à innover pour trouver des nouvelles approches de lutte antivectorielle, de nouveaux produits de diagnostic, de nouveaux médicaments antipaludiques et d'autres outils en vue d'accélérer les progrès contre cette maladie. En fait, les outils de prévention et de traitement qui existent actuellement font déjà face à la résistance des moustiques et parasites responsables de la maladie. L'OMS dit avoir noté des cas de paludisme pharmaco-résistant en Afrique. Toujours selon l'OMS, les pesticides sont aussi de moins en moins efficaces contre les moustiques, avec 78 pays rapportant des cas de résistance de moustiques à au moins un des 4 insecticides les plus courants. Donc concrètement, si l'on n'innove pas dans quelques années, les efforts entrepris jusqu'ici pourraient être réduits à néant. C'est d'autant plus vrai que les progrès ont ralenti, voire stagné ces dernières années, en particulier dans certains pays africains, alors que la charge mondiale du paludisme a régulièrement reculé entre 2000 et 2015. Mohamedou Oumfa, je vous remercie. Vous revenez jeudi prochain. À jeudi prochain, Jacques. Certainement, c'est un sujet à suivre. Oui, c'est un sujet à suivre. Ouais. Absolument. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Je remercie tous mes collègues à la régie, Sims Loumami et Lionel Gaïma. Et voilà, rendez-vous demain. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci. Bonne soirée. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie